Alors, mesdames et messieurs, je vous prie d'accueillir de nouveau, chaleureusement, monsieur le député Cédric Villani. Merci beaucoup pour cette introduction vivante, comme tout ce qui est organisé ici et comme tout ce qui est organisé par la belle équipe qui m'a introduit. On va parler un peu de ce rapport sur l'intelligence artificielle et on va parler un peu de questions de souveraineté, bien sûr. Dans le titre en fait du programme, c'était indiqué intelligence artificielle et souveraineté numérique, mais on aurait pu aussi bien dire intelligence artificielle et souveraineté, tout court. Et d'abord, on va insister sur le fait que l'intelligence artificielle nous a pris par surprise. Pas que ce soit un sujet tout récent, c'est un sujet qui a bien 60 ans. C'est en 1900... On va se mettre en dehors pour éviter les interférences. 1956, c'est la première mention des termes intelligence artificielle. Et déjà à cette époque-là, on se demandait si c'était des termes bien choisis. 60 et quelques années plus tard, on sait maintenant que ce sont des termes mal choisis. Parce que ce qui aujourd'hui est appelé intelligence artificielle n'est pas intelligent. Et en 60 ans, on a vu plusieurs changements de direction dans le sujet. À certains moments, ça a progressé très vite, à d'autres moments, ça a stagné. Et ce qui est encore plus important, le sens qu'on donnait à ce terme a changé. Au début, il s'agissait de comprendre comment fonctionne l'intelligence et de le reproduire, la science du raisonnement. Et puis après, il s'est agi d'effectuer des tâches subtiles et de plus en plus complexes. Aujourd'hui encore, si on veut définir l'intelligence artificielle, il n'y a pas de meilleure définition qu'un procédé algorithmique qui permet d'effectuer des tâches dont on aurait cru naïvement qu'elles requièrent de l'intelligence. Vous apprécierez à quel point la définition est subjective, mais c'est ainsi. L'un des plus grands contributeurs de l'IA dans ses débuts a dit « À partir du moment où ça marche, on cesse de l'appeler intelligence artificielle. Parce qu'on s'habitue à ce que les machines le fassent et on n'a plus envie d'y penser comme à quelque chose d'intelligent. » Ainsi, si vous réfléchissez à la recherche automatique d'informations sur le web, par Google, par Quant, si vous êtes un tant soit peu patriote, vous voyez que c'est quelque chose qu'on aurait, il y a quelques années, qualifié de tâche intelligente et même super intelligente parce qu'il s'agit d'aller chercher de l'information dans une masse extraordinaire, information pertinente. Et aujourd'hui, on s'est tellement habitué à ce que ça fonctionne qu'on n'a plus envie de le qualifier comme tâche intelligente. Et on peut répéter ça sur tous les sujets. Maintenant que les traducteurs automatiques fonctionnent de mieux en mieux, presque très bien, disons, on ne s'est plus habitué à dire que c'est l'intelligence artificielle. Et pourtant, très clairement, c'est un sujet qui en relève. Et pendant des décennies, ça a été un grand enjeu que d'arriver à faire des traducteurs automatiques perfectionnés. Et on y utilisait pour cela tous les ressorts de la sémantique, de la syntaxe, de la linguistique et tout ce qu'on veut. Et finalement, on s'est orienté vers des méthodes avec beaucoup moins de sens, si l'on veut. Des méthodes fondées beaucoup plus sur les exemples, les statistiques et la reproduction de l'existant, de ce qu'on connaît. L'existant sont toutes les traductions déjà effectuées avec des techniques telles que apprentissage statistique, réseau de neurones. Réseau de neurones, c'est un bon exemple aussi de révolution, pas seulement dans le sens, mais dans les techniques. Il y a encore 10 ans, tout le monde vous expliquait que c'était inefficace et que c'était une impasse dans l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ce sont les techniques qui tiennent le haut du pavé.
Donc, grande surprise dans les techniques, grande surprise dans le sens, et aussi grande surprise par rapport aux enjeux. Il n'y a pas si longtemps, l'IA, c'était un sujet qu'on considérait comme sans guère d'impact et réservé aux doux rêveurs. Aujourd'hui, c'est un sujet dont tout le monde parle et pour lequel les gouvernements essayent tous, quand ils veulent compter sur la scène internationale, de réserver le bon nombre de milliards. Oui, ça a pris tout le monde par surprise. Entre il y a seulement 15 ans, disons, et maintenant, l'impact, les performances ont changé radicalement. Et quand on demande pourquoi, on va dire changement de méthode, oui. Changement d'architecture, système, oui, parce que les calculateurs sont plus efficaces et calculent bien plus vite. Utilisation de bases de données bien plus conséquentes, monstrueuses, et puis d'autres facteurs non identifiés. Si vous interrogez les meilleurs experts, les Lequin, Benjo ou Hinton qui viennent de recevoir le prix Turing, ou encore Schmidt-Huber, sur les raisons profondes qui font fonctionner actuellement les réseaux de neurones dans ces conditions, ils vous répondront très humblement et très honnêtement, on ne sait pas. Il y a un élément de mystère et finalement ces problèmes sont bien plus faciles à résoudre qu'on ne croyait. Des problèmes tels que la reconnaissance automatique d'images, le diagnostic automatique, des problèmes tels que la reconnaissance automatique de maladies sur telle ou telle plante, des problèmes de génération automatique d'œuvres d'art qui mélangent les éléments de tel ou tel auteur, toutes sortes de sujets très variés. À partir du moment où il y a un impact, même s'il y a du mystère, il y a bien sûr matière à grands enjeux de société. Et au fur et à mesure que la mission intelligence artificielle s'est déroulée, au fur et à mesure qu'on pouvait écouter les regards, les contributions de quantité de personnes et d'acteurs différents, on a pu comprendre que les enjeux majeurs et les verrous étaient beaucoup moins dans les techniques que dans les questions purement humaines. Qui fait confiance à qui? Comment organiser la rencontre entre le développeur et l'usager? Comment les politiques vont s'emparer du sujet? Les 3 mots-clés que j'avais choisis pour la restitution de mon rapport, fin mars 2018, étaient expérimentation, partage et souveraineté. Et un rapport d'il y a 15 ans aurait certainement pas mis en avant ces 3 mots-clés, aurait peut-être pris dans l'un de ces 3 mots-clés une technique particulière. Ici, au contraire, expérimentation, partage, souveraineté, ce ne sont pas des techniques, ce sont des problématiques générales, des façons de voir les choses. Expérimentation, parce qu'il faut se convaincre que le développement des outils en intelligence artificielle, il se fait dans la mise en place d'expériences, en acceptant qu'au début, on ne sait pas quel sera le résultat, et en acceptant surtout que c'est dans le dialogue constant, dans la durée, entre l'usager et le développeur, sur un mode expérimental, qu'on va trouver la bonne façon de procéder. Partage, parce qu'il y a la question du partage des compétences, et il y a aussi le partage des informations, partage des données, ces informations qui, mises ensemble, permettent de construire les solutions. Et quand on organise le partage, par exemple dans la plateforme de données de santé qui est en cours de montage actuellement au niveau national, Health Data Hub, comme on l'appelle en bon français dans les coulisses des ministères, il y a des enjeux techniques, des enjeux de format, des enjeux de structuration des données, mais il y a avant tout des enjeux de confiance. Qui est d'accord? Quels acteurs sont d'accord pour partager leurs données avec d'autres? Comment l'État joue le rôle de tiers de confiance entre acteurs qui sont en compétition les uns les autres? Et quel rapport on institue avec les patients, avec les consommateurs? Et en pratique, la question d'instaurer la confiance, elle peut être bien plus délicate et prendre bien plus de temps que celle de trouver la bonne architecture système et les bonnes spécifications techniques.
Et dans bien des situations où on veut mener le changement, l'étape la plus difficile, c'est celle où vous arrivez à mettre autour de la table, vraiment à la même table physique dans les discussions, les acteurs qui sont aux manettes de l'institution à transformer et ceux qui ont la compétence pour réaliser et faire les expériences. Et puis le troisième enjeu, c'est celui de souveraineté. Souveraineté, c'est à prendre en plusieurs sens. Souveraineté dans le sens où on ne veut pas, en tant qu'humain, se laisser dicter des choses par la technologie ou se laisser dicter par d'autres humains avec des valeurs ou des intérêts correspondant pas aux nôtres, ce qu'on doit faire. Souveraineté à l'échelle nationale et à l'échelle européenne. En particulier parce que l'Europe est très peu existante sur le secteur. C'est moins de 10% des investissements internationaux en intelligence artificielle. Et c'est une quantité considérable pourtant de la recherche en IA. Recherche qui s'exécute souvent avec des cerveaux européens sous enseigne extra-européenne. Une recherche pour laquelle certains de nos scientifiques sont aussi décorés qu'on peut l'être. Je citais tout à l'heure Yann Lequin, je citais Jürgens Schmidhuber. Et pourtant, le monde entier est persuadé que la recherche en intelligence artificielle, elle s'effectue soit sur la côte Est, soit sur la côte Ouest des États-Unis, soit à Beijing, soit à Shanghai. Le jour où Thierry Mandon, alors secrétaire d'État à l'enseignement supérieur et à la recherche, avait remis les conclusions du premier rapport sur l'intelligence artificielle en France, rapport qui avait été initié par Axel Lemaire, et qu'il a annoncé qu'une des particularités de la France, c'est qu'on y fait de la recherche sur toutes les branches de l'IA, la conclusion des journalistes, aussitôt, ça a été, si c'était vrai, ça se saurait. C'est vrai, et ça se sait pas. Et c'est une vraie question dans la souveraineté, cette façon de faire la publicité de ses propres ressources, et avant même d'en avoir conscience. Régulièrement, on voit des accords de recherche qui sont conclus entre une grande entreprise européenne et un grand acteur américain, sans se demander s'il n'y a pas, dans les laboratoires et les universités européennes, toute la matière, toute la compétence qu'il faut pour mener ces recherches. Et à la fin, la souveraineté, c'est la façon aussi de pouvoir développer les outils qui donneront les gages, qui donneront le bon élan de développement économique. Là aussi, c'est un sujet sur lequel les investissements ne sont pas aux mêmes ordres de grandeur entre l'Europe d'un côté, l'Amérique et l'Asie d'autre part. On le voit de temps en temps, d'une façon qui est presque cocasse. D'un côté, vous avez la France arrivant à sécuriser 1,5 milliard pour 4 années, ce qui n'est pas mal du tout compte tenu des complications budgétaires. L'Allemagne arrivant à mettre sur la table un certain nombre de milliards pour une durée un peu plus grande, et puis se déchirant ensuite en interne pour savoir si la part de l'État fédéral c'est 1 milliard ou 1,5 milliard, c'est les discussions en ce moment même actuellement. Des compléments donnés par les collectivités locales. Région Île-de-France a annoncé un concours régulier en IA budgété à 10 millions d'euros. Et pendant ce temps, en Chine, Tianjin annonce un investissement de 13 milliards de dollars. Shanghai met sur la table 10 milliards et ainsi de suite. Et puis, cette idée que, au fur et à mesure, on voit l'Europe beaucoup plus inquiète sur les possibles conséquences de l'IA que les autres continents, et finalement se profiler la question, est-ce que l'Europe va être le continent où on parle de l'IA et de ses possibles pouvoirs de mutation, possibles dangers et tout ça, sans la faire, et les autres continents, les continents où on va la faire sans se préoccuper des dangers que ça peut avoir. Avec pour conséquence, si c'est comme ça que ça se produit, le fait que les produits développés sur d'autres continents seront plus efficaces, seront
plus prompt à conquérir le marché mondial et qu'on se retrouvera finalement dans une situation de réelle perte de souveraineté. Pour éviter que ça se produise, il est important, en premier, d'avoir le bon niveau pour rassurer aussi bien les entreprises que les citoyens sur le niveau de protection et sur le niveau de compétence des acteurs européens, et ensuite d'arriver à lancer effectivement la transformation et les actions. Et c'est comme ça que ça fait partie des enjeux du rapport que j'ai remis, du plan qui s'est déroulé en France, mais aussi de la dynamique qui est en train de se construire en Europe. Et c'est un sujet sur lequel il va falloir discuter collectivement au niveau européen sur la bonne façon de coordonner les efforts et d'avoir la bonne puissance de calcul à disposition de tout le monde, les bons réseaux et la bonne attractivité pour les ressources humaines, l'organisation des bons jeux de données partagés et en particulier coordonnés par les pouvoirs publics pour l'usage de tous les acteurs publics et privés chaque fois qu'il y en aura besoin, et la réalisation de ce que, à une Europe unie et volontaire, il n'est rien d'impossible. Julien, je crois que ça fait une bonne entrée en matière. Je ne sais plus ce que tu avais prévu. Est-ce qu'il y a des questions-réponses? Je crois qu'on va laisser la parole à Sarah et... Allons-y. Ouais. Voilà, et Claude qui vont reprendre la main. On va prendre la suite. Les hommes font le reste. Merci Merci beaucoup, chers amis.